Réforme du code électoral au Cameroun. Imaginez un pays où la constitution change. Puis le code électoral change. Puis les mandats des élus peuvent être prolongés, ou raccourcis, par simple décret présidentiel. Pas par les urnes. Pas par le peuple. Par décret. Et tout cela, on vous le présente comme une modernisation. Comme une adaptation. Comme une avancée institutionnelle. Bienvenue au Cameroun, en avril 2026, où une réforme discrète, présentée en catimini devant une commission du Sénat, pourrait bien redessiner les contours de la démocratie camerounaise sans que la majorité des Camerounais n'en entendent parler. Aujourd'hui, on décortique tout. On ne vous laisse rien cacher. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir va vous laisser sans voix. Partie 1, contexte et fait. Quand la loi fondamentale se met à bouger. Pour comprendre ce qui se passe en ce moment au Cameroun, il faut remonter quelques mois en arrière. Parce que cette réforme du code électoral ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'une chaîne de décisions qui, bout à bout, forme un tableau très particulier. Tout commence avec la Constitution. Oui, la loi fondamentale elle-même a été modifiée. Et parmi les changements introduits, l'un retient particulièrement l'attention des observateurs politiques, l'introduction d'un poste de vice-président de la République. Une institution nouvelle, sur le papier. Une fonction qui n'existait pas hier, et qui existe aujourd'hui dans le texte constitutionnel camerounais. Et là, vous vous dites, bon, d'accord. La Constitution évolue. Ça arrive dans tous les pays. Mais attendez. Parce que ce n'est pas cette modification-là qui va nous occuper aujourd'hui. C'est ce qu'elle entraîne dans son sillage. Quand on change la Constitution, il faut mettre à jour les lois qui en découlent. C'est de la logique juridique de base. Et le code électoral, ce texte fondamental qui organise toutes les élections au Cameroun, fait partie des lois qui doivent être adaptées. C'est ainsi que le 5 avril 2026, un homme entre dans la salle de la commission des lois constitutionnelles du Sénat camerounais. Cet homme, c'est Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. Et il n'est pas venu seul. À ses côtés, François Wakata Bolvin, ministre délégué à la présidence chargée des relations avec les assemblées. 2 ministres. Pour une réforme du code électoral. Ça, mes amis, ça ne se fait pas pour du beurre. Ça se fait quand l'exécutif attache une importance stratégique à ce qu'il vient présenter. Paul Atanga Nji prend la parole. Il est mandataire du gouvernement, c'est-à-dire qu'il parle au nom du chef de l'État. Et ce qu'il présente ce jour-là, c'est un projet de loi portant modification de certains articles du Code électoral. Précisément, les articles 140, 142, 143, 144, 145, 146 et 170. 6 articles. Plus 1. Et c'est ce 7e, l'article 170, qui va faire toute la différence. Mais avant d'y venir, posons bien le décor. Parce que comprendre ce qu'on est en train de modifier, c'est d'abord comprendre ce qui existait avant. Le code électoral camerounais, c'est la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012. 12 ans d'existence. Un texte qui a encadré plusieurs cycles électoraux. Présidentielle, législative, municipale, sénatoriale, tout ça, c'est le code électoral qui l'organise, qui fixe les règles du jeu. Or, chaque fois que les règles du jeu changent en cours de route, dans n'importe quel pays du monde, les observateurs politiques posent une question légitime, à qui profite le changement? Et c'est exactement cette question que nous allons explorer aujourd'hui. Partie 2, le conflit. L'article 170, ou quand la flexibilité devient une arme. Concentrons-nous maintenant sur l'essentiel. Sur le point névralgique de cette réforme. Celui que le gouvernement présente comme une simple adaptation technique, mais que les analystes politiques regardent avec des yeux très, très attentifs. L'article 170 du Code électoral. Il concerne le mandat des conseillers municipaux. Avant cette réforme, le texte était relativement encadré. On savait que les mandats pouvaient être prorogés, mais dans une limite précise, 18 mois maximum. 18 mois. Pas un jour de plus. Un garde-fou. Une limite claire, quantifiable, opposable. Désormais, ce garde-fou disparaît. Voici ce que dit la nouvelle rédaction proposée de l'article 170. Les conseils municipaux sont renouvelés tous les 5 ans à la même date. Toutefois, en cas de nécessité, le président de la République peut, par décret, en proroger ou en abréger la durée, après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat.
Lisez bien. Relisez. Parce que dans ce texte court, il y a quelques mots qui méritent toute votre attention. En cas de nécessité. Qui définit la nécessité? Le président. Et lui seul. Par décret. Pas par référendum. Pas par vote du Parlement. Par décret. Un simple texte signé au Palais d'Étoudi. Après consultation du gouvernement et du bureau du Sénat. Consultation. Pas approbation. Consultation. Nuance capitale. On informe. On n'obtient pas un feu vert. Alors certes, le gouvernement camerounais présente cette disposition comme une avancée. Comme une flexibilité institutionnelle qui permettra de mieux gérer les contextes socio-économiques, politiques et sécuritaires du pays. Et là, honnêtement, on peut comprendre l'argument. Le Cameroun fait face à une crise sécuritaire dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest depuis plusieurs années. Des zones où organiser des élections relève parfois du vrai défi logistique. Des zones où la menace est réelle, où les populations sont parfois déplacées. Mais voici où ça devient intéressant. Où l'analyse doit aller plus loin. Si la prorogation est justifiée par la sécurité, pourquoi supprimer la limite des 18 mois? Pourquoi ne pas simplement ajuster ce délai? Passer à 24 mois, 36 mois si nécessaire, mais garder une limite? Pourquoi ouvrir un espace sans horizon temporel défini pour la prorogation ou l'abrègement des mandats locaux? Voilà la question que certains juristes et observateurs politiques commencent à poser. Et elle est loin d'être anodine. Mais ce n'est pas tout. Parce que pendant que le gouvernement parle de flexibilité, certains voient dans cette réforme une chose bien différente. Ils y voient la possibilité, pour le pouvoir exécutif, de contrôler le calendrier électoral local de manière quasi discrétionnaire. Imaginez, des élections municipales prévues dans une région politiquement sensible. Une région où l'opposition commence à peser. Où les sondages sont défavorables aux partis au pouvoir. Et là, par décret, le mandat des conseillers en place favorable au régime est prorogé. Pour combien de temps? La loi ne le dit plus clairement. Est-ce que c'est ce que le gouvernement envisage? Bien sûr que non, officiellement. Mais est-ce que le texte l'autoriserait techniquement? C'est là que le débat mérite d'avoir lieu. Partie 3, révélation et décryptage. Ce qu'on ne vous dit pas à la télévision d'État. Allons maintenant plus loin. Plus profond. Parce que derrière la réforme du code électoral, il y a une architecture politique beaucoup plus large et beaucoup plus révélatrice de l'état de la démocratie camerounaise en 2026. Premier élément de décryptage, le contexte constitutionnel. La réforme du code électoral est directement liée à l'introduction du poste de vice-président dans la Constitution. Officiellement, il s'agit de mettre en cohérence le droit électoral avec la loi fondamentale. Logique, répétons-le. Mais observons ceci. La question de la succession présidentielle au Cameroun est un sujet qui cristallise toutes les tensions depuis des années. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Il est âgé. Et la question de l'après-Biya hante la classe politique camerounaise comme un fantôme que personne ne veut nommer à voix haute. L'introduction d'un vice-président dans la Constitution, c'est donc aussi, et certains analystes sont formels là-dessus, une réponse, au moins partielle, à cette équation successorale. Un mécanisme de continuité du pouvoir qui s'installe progressivement dans le droit camerounais. Et quand on couple ça avec la possibilité de proroger les mandats locaux par décret, on commence à voir une image d'ensemble. Une image où le pouvoir exécutif renforce progressivement sa capacité à orchestrer le calendrier politique du pays. Ce n'est pas une accusation. C'est une lecture. Une lecture que font de nombreux constitutionnalistes africains face aux réformes électorales de ce type. Deuxième élément de décryptage, le rôle du Sénat dans tout ça. Paul Atanga Nji s'est présenté devant la commission des lois du Sénat. Et le président de cette commission, Siegfried David Etame Massoma, a exposé les motifs avant de lui donner la parole. Le Sénat camerounais, rappelons-le, est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir. Cette chambre haute a rarement été un espace d'opposition vigoureuse au projet de loi du gouvernement. Alors quand on nous dit que la prorogation des mandats municipaux se fera après consultation du bureau du Sénat, il faut aussi se poser la question, quel est le niveau réel de contre-pouvoir que cette consultation représente? Consultation d'une chambre acquise à la majorité présidentielle, sur une décision prise par le président lui-même. Le lecteur attentif calculera la marge de contradiction effective.
Mais attendez. Parce qu'il y a un troisième angle. Et celui-là, on en parle encore moins. Troisième élément, le couplage des élections législatives et municipales. Le ministre Atanga NJ a présenté cet argument avec enthousiasme. Organiser les élections législatives et municipales au même moment permettrait de réaliser des économies budgétaires significatives. On mutualise les ressources humaines, logistiques, matérielles. On fait 2 élections pour le prix d'une, en quelque sorte. Sur le plan de la gestion des deniers publics, l'argument est recevable. Le Cameroun est un pays en développement, avec des contraintes budgétaires réelles. Rationaliser les dépenses électorales, ça fait sens. Mais voici l'autre face du décor. Coupler 2 élections, c'est aussi coupler leurs enjeux. C'est créer une compétition politique très dense sur une seule journée, avec des risques de confusion pour les électeurs, de surcharge pour les agents électoraux, de dilution des débats propres à chaque scrutin. Dans les pays à forte tradition démocratique, ce type de couplage est parfois utilisé pour réduire le taux de participation des électorats défavorables à la majorité. Quand tout arrive en même temps, les électeurs les moins mobilisés finissent par ne pas voter du tout ou par voter machinalement pour les mêmes partis, sans analyser les enjeux spécifiques de chaque élection. Est-ce une stratégie consciente ici? Encore une fois, on ne l'affirme pas. On décrit un mécanisme connu, documenté dans la littérature politique comparative, et on vous invite à l'observer à la lumière du contexte camerounais. Partie 4. Analyse satirique approfondie. La démocratie à la camerounaise, un chef-d'œuvre d'élasticité. Mes amis. Prenons un moment. Un grand moment de respiration et d'honnêteté nationale. Au Cameroun, on a une façon particulière de faire les réformes. On ne les présente jamais comme ce qu'elles sont. On les habille. On les enveloppe dans du papier brillant de juridisme technique, de langage constitutionnel sophistiqué, d'arguments budgétaires raisonnables. Et quand vous dépliez le paquet, vous trouvez une extension de pouvoir. Pas toujours. Parfois, les réformes sont vraiment ce qu'elles prétendent être. Mais dans ce cas précis, il y a quelques détails qui font tiquer les observateurs sérieux. Prenons l'article 170, encore une fois. Dans l'ancienne version, la prorogation avait une limite. 18 mois. Maximum. Pourquoi 18 mois? Parce que c'est le temps qu'on estimait raisonnable pour réorganiser une élection dans des circonstances difficiles. Dans la nouvelle version, cette limite n'existe plus. Et le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles limites de remplacement. Pas de 24 mois. Pas de 36. Rien. On est passé d'un texte qui disait « vous avez droit là », mais jusqu'à tel point, à un texte qui dit « vous avez droit là », selon les circonstances. Et, selon les circonstances, au Cameroun, mes amis, c'est une expression qui a une histoire. Une histoire longue. Une histoire qui commence souvent par « le contexte sécuritaire ne permet pas » et qui finit par des années supplémentaires en poste pour des élus dont le mandat aurait dû s'arrêter. Il y a une image que j'aime utiliser pour expliquer ce type de réforme. Imaginez un match de football. Vous êtes en train de jouer. Le score est serré. Et soudain, l'arbitre, qui est aussi le capitaine de l'équipe adverse, annonce que dorénavant, il peut décider lui-même quand le match se termine. Pas après 90 minutes. Pas selon un règlement fixe. Selon les circonstances. Vous, les supporters, vous applaudissez parce qu'on vous dit que c'est pour mieux s'adapter aux aléas du jeu. Mais les joueurs de l'équipe adverse, eux, ils ont compris quelque chose que vous n'avez pas encore réalisé. C'est une métaphore. Mais c'est une métaphore qui dit quelque chose de vrai sur la nature du pouvoir discrétionnaire en politique. Maintenant, parlons de Paul Atanga NJ lui-même. Cet homme est une institution à lui seul. Commissaire du gouvernement devant le Parlement, il est passé maître dans l'art de présenter les projets de loi les plus sensibles avec le plus grand calme, la plus grande conviction, la plus grande sérénité institutionnelle. Il n'est pas venu au Sénat pour débattre. Il est venu pour expliquer. Pour convaincre. Pour rassurer. Et c'est là le génie de la communication gouvernementale camerounaise. On ne vous dit pas « nous prenons plus de pouvoir ». On vous dit « nous adaptons le cadre juridique aux nouvelles réalités institutionnelles ». On ne vous dit pas « le président peut désormais décider seul du calendrier municipal ». On vous dit « nous introduisons une flexibilité qui tient compte des contextes politiques, économiques et sécuritaires ». Même chose.
Emballage différent. Et puis, il y a cette présence du ministre délégué chargé des relations avec les assemblées. François Wakata Bolvin. Présent aux côtés d'Atanga NJ pour ce passage devant la commission du Sénat. 2 ministres pour une réforme électorale. C'est ce qu'on appelle, dans le langage diplomatique, envoyer un signal. Un signal à la Chambre haute. Un signal qui dit, cette réforme est importante pour l'exécutif. Très importante. Et nous comptons sur votre coopération. Au Cameroun, quand l'exécutif tient à quelque chose, le Parlement l'apprend très vite. Et il réagit en conséquence. C'est la mécanique du système de la 5e République camerounaise. Mais voici ce qui est peut-être le plus intéressant. Le plus révélateur. La réforme du code électoral est présentée comme une conséquence de la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle, elle, a été présentée comme une nécessité institutionnelle. Et la nécessité institutionnelle, on l'a justifiée par les défis du Cameroun contemporain. C'est ce qu'on appelle une chaîne causale. Chaque maillon justifie le suivant. Et au bout de la chaîne, le président de la République avec un pouvoir plus étendu sur le calendrier électoral local. Est-ce que c'était prémédité depuis le début? Est-ce que la révision constitutionnelle a été conçue précisément pour permettre cette réforme du code électoral? On ne peut pas l'affirmer. Mais on peut observer que le résultat final, quelle que soit la genèse, renforce significativement les prérogatives discrétionnaires du chef de l'État. Et dans un pays où l'alternance au sommet de l'État n'a pas encore eu lieu depuis 1982, cette observation mérite qu'on s'y arrête longuement. Il y a aussi quelque chose de profondément camerounais dans cette façon de conduire les réformes. On attend toujours le moment où la pression internationale est faible. Où l'attention des médias est tournée ailleurs. Où les partis d'opposition sont en recomposition interne. Et là, discrètement, on glisse un projet de loi devant une commission du Sénat. On l'habille de technicité juridique. Et quand les gens finissent par le remarquer, les textes sont déjà adoptés. C'est une stratégie. Ce n'est pas un accident. Parlons maintenant de ce que cette réforme ne dit pas. Parce que dans les textes politiques, ce qu'on ne dit pas est souvent aussi important que ce qu'on dit. Le texte ne dit pas dans quel cas précis le président peut décider de proroger un mandat. Il dit « en cas de nécessité ». C'est vague. Volontairement vague? Peut-être. Probablement. Le texte ne dit pas pour combien de temps la prorogation peut durer. Indéfiniment? Jusqu'aux prochaines élections? Jusqu'à ce que les circonstances le permettent? Aucune réponse. Le texte ne dit pas qui peut contester cette décision présidentielle. Quelle juridiction? Dans quel délai? Selon quelle procédure? Silence. Et dans le droit électoral, le silence n'est jamais innocent. Le silence, c'est un espace que quelqu'un pourra remplir un jour. Et ce quelqu'un, dans ce texte, c'est le président de la République. Maintenant, pour être juste, parce que la satire n'est pas le mensonge, et le journalisme n'est pas la propagande, il faut aussi reconnaître les arguments légitimes du gouvernement. Le Cameroun a connu des élections difficiles. Dans les régions anglophones, la crise sécuritaire a réellement perturbé des processus électoraux. Des communes entières ont eu du mal à organiser des scrutins dans des conditions normales. Dans ce contexte, il y a eu des violences, souplesses législatives pour adapter le calendrier électoral à des réalités complexes n'est pas absurde en soi. D'autres pays ont des dispositions similaires. La France, par exemple, dans son droit électoral, permet certaines adaptations en cas de circonstances exceptionnelles. La différence, c'est le niveau de contrôle et de transparence qui entoure ces adaptations. Et c'est précisément sur ce point que la réforme camerounaise pose question. La flexibilité sans garde-fou, c'est de l'arbitraire qui attend son heure. Conclusion. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Vous savez maintenant tout ce que cette réforme contient. Tout ce qu'elle dit. Et tout ce qu'elle ne dit pas. Une constitution modifiée. Un vice-président introduit. Un code électoral révisé. Et au cœur de cette révision, un article, l'article 170, qui transforme silencieusement la gestion des mandats municipaux en prérogative discrétionnaire du chef de l'État. Présenté comme une adaptation technique. Défendu par 2 ministres devant le Sénat. Validé dans une chambre dominée par le parti au pouvoir. Ce n'est pas la fin de la démocratie camerounaise. Non. Soyons honnêtes.
Ce n'est pas le premier pays africain à réformer son code électoral de manière discutable. Et ce ne sera pas le dernier. Mais c'est un signal. C'est un indicateur. C'est une pièce de plus dans un puzzle qui, quand on prend du recul, dessine le portrait d'un système politique qui préfère la flexibilité institutionnelle à la garantie démocratique. Et cette préférence a un coût. Elle a le coût de la confiance des citoyens dans leurs institutions. Le coût de la légitimité des élus locaux dont les mandats peuvent être étirés ou raccourcis sans leur consentement. Le coût de l'image internationale d'un pays qui se présente comme une démocratie stable. Alors voici la question que je vous pose directement, à vous qui regardez cette vidéo. Entre la flexibilité institutionnelle que le gouvernement défend, et les garanties démocratiques que les citoyens méritent, quel équilibre le Cameroun doit-il trouver? Et qui doit le définir? Le gouvernement? Le Parlement? Les juristes? Ou vous, les Camerounais, les citoyens, ceux au nom desquels toutes ces réformes sont censées être conduites? Parce qu'au bout du compte, une démocratie ne vaut que par la vigilance de ses citoyens. Et la vigilance commence par l'information. Par la compréhension. Par le refus de laisser les textes complexes rester dans les salles de commission sans jamais atteindre la place publique. Vous venez de passer ces 15 minutes à comprendre une réforme que beaucoup de Camerounais n'ont pas encore vue. Partagez cette vidéo. Débattez-en. Posez des questions à vos élus. Exigez des réponses. C'est ça, la démocratie. Pas le silence. Pas l'acquiescement automatique. Mais le débat vivant, exigeant, parfois inconfortable. Et si vous trouvez qu'on a éclairé quelque chose aujourd'hui, likez, commentez, partagez, parce que ce travail d'information, il n'a de sens que si vous le portez plus loin que cet écran.